Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche 12 juillet 2026 et je suis là pour parler de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Comme vous le savez, la nuit dernière, il y a eu une confrontation entre l'Iran et les États-Unis dans le détroit et les deux camps se sont attaqués. Alors, quelle était la raison principale? On en revient toujours au détroit d'Ormuz. Et il y a tout juste quelques instants, on a appris une information de la part du CENTCOM. Voici ce que le CENTCOM vient d'annoncer. Le détroit d'Ormuz est ouvert. Nous faisons tout pour garantir le passage sûr des navires dans le détroit. Et l'Iran ne contrôle pas le détroit d'Ormuz. Le trafic circule normalement. En gros, ils affirment qu'ils contrôlent la situation dans le détroit d'Ormuz et que tout fonctionne normalement. La situation est normale, là-bas. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Si on regarde le détroit d'Ormuz en ce moment, aucun navire ne le traverse. Sur la partie nord du détroit, on voit quelques bateaux, des pétroliers, essentiellement liés à l'Iran, à ses troupes ou à son gouvernement. Dans la partie sud, qui devait être utilisée par les États-Unis et par les forces soutenues par l'armée américaine, près de la frontière omanaise, il ne se passe absolument rien. Voilà la situation actuelle dans le détroit. Et voici maintenant l'annonce de ce qu'ils appellent l'autorité du détroit du Golfe Persique, la PGSA iranienne. Ils ont déclaré avoir fermé le détroit d'Ormuz à cause de l'activité américaine, des forces des États-Unis présentes dans le détroit. Donc en ce moment même, le détroit est complètement fermé. Et ils précisent que si vous avez une quelconque demande, il faut la leur envoyer via leur site Internet. Ils ont un site mentionné dans cette lettre, dans cette annonce, pgsa.ir. Vous allez dessus et vous leur envoyez votre demande. Voilà la réalité du détroit d'Ormuz. Et ce qui s'est passé hier soir, à mon avis, est important. Avec l'escalade de ces derniers jours, l'Iran a d'une certaine manière élargi sa réponse ou sa riposte. Hier, l'Iran a visé 2 pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz en passant par la partie sud du détroit. Et puis, dans la nuit, on a vu les États-Unis et finalement, vous savez, l'Iran a annoncé hier soir qu'ils allaient fermer complètement le détroit d'Ormuz parce que les États-Unis essaient de manipuler la situation dans le détroit. Et ça, ce n'est pas conforme à ce qui avait été convenu selon le protocole d'accord. Beaucoup de gens se demandent d'ailleurs, qu'est-ce que ce protocole d'accord? Et certains disent que ça ne veut rien dire. Mais au moins, il y a maintenant un document, un texte, que les deux parties peuvent brandir en disant « Vous avez signé ce document, donc vous devez respecter les articles ou, vous savez, les paragraphes de ce protocole. » Dans ce protocole, il est écrit à l'article, paragraphe 5, que les États-Unis n'ont rien à voir avec ce raid. Tout tourne autour du fait que l'Iran gère cette opération en garantissant la libre circulation des navires et des pétroliers pendant 60 jours. Et pendant les 30 premiers jours, l'Iran devait discuter avec le gouvernement omanais pour définir un nouveau mécanisme pour cette opération. C'est ce qui était mentionné dans le protocole d'accord. Donc, il n'y a aucune mention de la participation des États-Unis, ni de coopération, ni d'envoi de troupes ou de forces dans cette opération, ce qui, d'ailleurs, a été rejeté par le protocole d'accord. Le texte du protocole ne mentionne pas les États-Unis. Et plus tard, l'une des principales préoccupations du côté iranien, c'est justement de savoir quelle est la mission des États-Unis dans cette opération. Pourquoi ont-ils besoin d'y participer? Est-ce qu'ils cherchent à aider les pétroliers ou bien à envoyer davantage d'armes? Ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit de certains dispositifs de guerre électronique, vous voyez, ceux qu'ils utilisent essentiellement contre l'Iran. Et ça, c'est trop difficile pour les Iraniens à vérifier,
à savoir si les États-Unis pénètrent d'une manière ou d'une autre dans le détroit d'Ormuz par le sud. C'est comme ça que les Iraniens le perçoivent. Du côté américain, l'enjeu, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz, parce que les États-Unis subissent une énorme pression à cause de leurs réserves de pétrole. En janvier 2025, quand l'administration Trump est arrivée au pouvoir, les réserves de pétrole des États-Unis étaient de 395 millions de barils. Ils les ont augmentées à environ 415 millions, soit à peu près 20 millions de barils de plus. Ils l'ont augmenté avant que la guerre ne commence. Depuis le début du conflit, ils utilisent leurs réserves de pétrole. Les États-Unis faisaient la même chose, en puisant dans leurs réserves pour stabiliser le marché. C'est l'une des grandes préoccupations de l'administration Trump. C'est pour ça qu'on voit cette sorte de tension, cette lutte interne entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Et tout tourne autour de l'économie. S'il y a quelque chose qui peut faire éclater cette coopération, ce sera bien l'économie. Si on leur met la pression, ils devront trancher. Du côté israélien, la préoccupation n'est pas économique. Ils n'ont pas vraiment de rôle à jouer là-dedans, et ça ne les intéresse pas. En gros, aux États-Unis, la grande préoccupation en ce moment, c'est le marché mondial, et plus précisément le diesel, le kérosène. Ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin, parce qu'ils puisent dans leurs réserves de pétrole. Depuis le début de la guerre, le 28 février, ces réserves ont diminué de 95 millions de barils. C'est énorme. 95 millions de barils en à peine 2 ou 3 mois. C'est considérable. Imaginez la guerre en Ukraine. Elle a commencé en février 2022. À l'époque, on pensait qu'elle durerait 6 mois. Et aujourd'hui, on parle encore de la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens se battent. Les Russes avancent. Voilà la réalité de la guerre. C'est tellement mouvant. On ne peut pas prévoir. On ne peut pas voir ce qui se passe, ni ce qui va arriver la semaine prochaine ou le mois prochain. C'est la réalité, à ce rythme-là. Le combat continue. Les États-Unis essayent, d'une manière ou d'une autre, de prévoir ou de stabiliser le marché du pétrole. Si l'Iran maintient sa politique dans le détroit d'Ormuz, cela veut dire que, dans les 3 prochains mois, si, disons, les États-Unis veulent poursuivre la guerre contre l'Iran, ce jeu de représailles est terminé du point de vue des Iraniens. Soit vous y allez franchement, vous ouvrez complètement en tenant compte de tous les paragraphes de ce protocole d'accord, soit vous fermez tout totalement, sans aucune des conditions mentionnées dans ce protocole. Voilà, c'est l'Iran qui se montre. L'une des difficultés du côté iranien, sur le plan psychologique, c'était l'organisation des funérailles du défunt guide suprême de l'Iran. Depuis l'assassinat, ils se demandaient comment ils allaient pouvoir organiser ces funérailles. Finalement, ils y sont parvenus. Pendant 4 jours, plus de 40 millions de personnes sont sorties pour y assister. C'était une énorme préoccupation pour le gouvernement iranien d'assurer la sécurité de toutes ces personnes dans les rues. Ces jours-là sont maintenant derrière eux. Ils viennent tout juste d'enterrer le défunt guide suprême. Ils n'ont plus vraiment d'inquiétude à ce sujet. D'après ce que je comprends, cette même nuit, la nuit où les funérailles ont eu lieu en Irak, les États-Unis ont attaqué l'Iran, et l'Iran a répliqué. Et je pensais qu'ils ne réagiraient jamais, même quand ils ont eu les funérailles en Irak. Ça montre à quel point la situation dans les rues est grave pour les Iraniens. En ce moment, ils n'ont plus le problème des funérailles. Tout ça est terminé en Iran, et ils se préparent de nouveau à la guerre. D'après ce que j'ai entendu et vu dans les médias persans, tous les systèmes de défense aérienne sont prêts à riposter. Du nord de l'Iran, de l'Est, du sud et du centre du pays. En gros, les principales cibles des avions de chasse américains dans le sud de l'Iran
Ils sont tous prêts pour une guerre totale. La question, je pense que la vraie question, c'est de savoir comment Donald Trump peut résoudre le problème du marché pétrolier, qui était la principale raison pour laquelle il a décidé de signer le protocole d'accord. Quand on regarde ce document, tous les articles parlent des États-Unis qui font ci, qui font ça, qui contrôlent Israël, qui s'assurent de ne pas attaquer l'Iran, de respecter la souveraineté iranienne. Tout tourne autour de ce que les États-Unis doivent faire ou ne pas faire. Donc au fond, la question, c'est de savoir si les États-Unis sont prêts à changer de comportement. C'est ça la vraie question pour nous, ceux qui sont à l'extérieur. On n'a pas beaucoup d'informations, ni du côté américain, ni du côté iranien, mais on voit bien ce qui se passe, les conséquences de ces politiques dévastatrices menées par, disons, les décideurs. Et je ne vois pas les États-Unis régler le problème du marché pétrolier de sitôt, avec les combats qui continuent encore et encore. Peu importe, s'ils disent que le trafic est normal à ce rythme pour la plupart des gens. Vous savez, les pétroliers qui entrent et qui sortent, ce n'est pas ce qui se passe. Et on peut le voir, il suffit d'aller en ligne pour le vérifier. Au moins, la réalité est plus proche de ce que disent les Iraniens que de ce que le CENTCOM essaie de nous faire croire. C'est ça la réalité. Vous savez, hier soir, quand la guerre a commencé, les États-Unis ont attaqué l'Iran et ils ont commencé avec les HIMARS, en utilisant des HIMARS à Bahreïn et au Koweït. Ils ont commencé à frapper des cibles près de Bahreïn, juste de l'autre côté, vous savez, du golfe Persique. D'un autre côté, dans le sud de l'Iran, ils ont frappé des cibles à Bandar al-Dahir et dans d'autres zones de la région. Ensuite, on a vu des avions américains viser certaines positions à Bandar Abbas. Et il y a un type en ligne qui dit que comme Bandar Abbas veut dire, enfin le ministre iranien des Affaires étrangères s'appelle Abbas Araghchi. Eh bien, selon lui, les Américains pensent que Bandar Abbas appartient à Abbas Araghchi. C'est pour ça, dit-il, qu'à chaque fois qu'ils nous attaquent ici à Bandar Abbas, ils en profitent pour faire des blagues. Mais on sent bien la réalité de ce qui se passe en ce moment entre les deux camps. Les frappes n'étaient pas très fortes, celles dans le sud de l'Iran. Mais ce qui a vraiment marqué, et qui est important, c'est la réaction massive de l'Iran. Ils ont élargi leurs représailles. On voit maintenant des cibles au Qatar. Le Qatar ne faisait pas partie des cibles iraniennes auparavant. Mais lors des 2 dernières représailles, l'Iran a attaqué le Qatar. Et la nuit dernière, c'était très sérieux. Ils ont frappé des cibles, vous savez, ces zones utilisées par les avions de chasse américains. Ils ont visé ces zones-là. Ils ont détruit, disons, certaines parties de la base aérienne américaine au Qatar. Dans les premières heures, le gouvernement qatari a déclaré avoir intercepté tous les missiles. Mais on ne peut pas cacher ça. On ne peut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Parce que beaucoup de gens entendent, enregistrent ou filment ce qui se passe au Qatar. D'énormes explosions ont eu lieu là-bas. Voilà pour le cas du Qatar. Le seul pays qui n'a pas été attaqué la nuit dernière, c'est l'Arabie saoudite. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose entre les deux camps, l'Arabie saoudite et les Iraniens. Des discussions, des négociations, peu importe. Une nouvelle organisation du détroit d'Ormuz, des échanges d'abord via le gouvernement pakistanais, puis directement entre eux. Mais comme on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, ni la nature, ni la réalité de ces discussions en coulisses, on est obligé d'interpréter. Il faut tirer des conclusions à partir de leur comportement. Si l'Iran n'attaque pas l'Arabie saoudite, ça veut dire quelque chose. Mais hier soir, on a entendu des sirènes aux Émirats arabes unis, et pourtant, il semble qu'aucune cible n'ait été touchée là-bas. Ils n'ont pas attaqué les Émirats. En revanche, à notre grande surprise, pour la première fois,
l'Iran a attaqué le sultanat d'Oman. Et c'était une attaque surprise. Je me souviens que pendant les premiers jours de la guerre, l'Iran avait attaqué 1 ou 2 pétroliers près de la frontière omanaise ou du port d'Oman. Donc l'attaque d'hier soir était vraiment importante, un avertissement adressé au gouvernement omanais. Les gardiens de la Révolution ont visé la base d'approvisionnement, de logistique et de ravitaillement de la marine américaine en Oman. C'est une attaque qui, à mon avis, va changer la donne. Le message est clair. Si vous coopérez ou facilitez des attaques contre les Iraniens, vous allez avoir de sérieux problèmes, peu importe que ce soit le gouvernement omanais. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement d'Oman a convoqué l'ambassadeur d'Iran à Mascate et lui a dit qu'il devait respecter leur souveraineté. Mais c'est une relation à double sens. Si vous ne respectez pas la souveraineté de votre voisin, comment pouvez-vous attendre qu'il respecte la vôtre? Donc, si vous coopérez, vous facilitez les attaques contre l'Iran. Je pense que du point de vue iranien, Oman joue d'une certaine manière un rôle de facilitateur, notamment en aidant au ravitaillement des avions-citernes. Ces avions-citernes sont indispensables pour les chasseurs, parce que ces appareils viennent essentiellement de Jordanie et d'Israël. Sur le trajet aller et retour, ils ont besoin d'au moins 2 ravitaillements pour pouvoir frapper et revenir en Jordanie. Ils ont touché leur cible avec au moins 3 impacts directs sur une base américaine en Jordanie la nuit dernière. Donc, si on met l'Arabie saoudite de côté, on a eu une forme d'attaque qui a concerné l'ensemble de ces pays du CCG dans la région. C'est quelque chose de nouveau. Oman est vraiment crucial. Oman est vraiment crucial. Il y a eu hier soir des informations selon lesquelles les forces spéciales iraniennes seraient en train de poser des mines dans la partie sud du détroit d'Ormuz. Alors voyons un peu, je vérifie les dernières nouvelles, et pour l'instant, je n'ai rien vu de nouveau à ce sujet. Mais il semble que l'Iran ait tenté, ou ait déjà miné, la partie sud du détroit d'Ormuz. Cela veut dire qu'ils obligent physiquement tout le monde à passer par la partie nord du détroit, sur les routes désignées par les gardiens de la révolution iranienne. Et si c'est bien le cas, ils vont avoir un contrôle total sur le détroit. Il n'y aurait donc pas de guerre de friction, pas de guerre d'usure, en quelque sorte, entre l'Iran et les États-Unis dans la partie sud, près du gouvernement omanais. Peut-être que le sultanat d'Oman a dit à l'Iran « On ne peut rien faire, parce que si les États-Unis veulent agir près de la frontière omanaise, le gouvernement d'Oman n'a pas assez de pouvoir, ni assez d'indépendance pour en décider. C'est pour ça qu'ils subissent une énorme pression des 2 côtés, à la fois des Iraniens et des Américains. Et leur position, c'est qu'ils sont fondamentalement un gouvernement pacifique. On ne les voit pas se battre comme les Émirats arabes unis avec l'Arabie saoudite, par exemple au Yémen, en Somalie ou en Libye. Mais Oman, ce n'est pas comme ça. Ils sont différents, ils sont pacifiques. Ils ne veulent pas de trop de conflits. Et ils se sentent très à l'aise avec cette idée-là. Mais quand vous avez une base aérienne américaine sur votre sol, là vous en voyez les conséquences. Parce que les États-Unis n'ont pas autant de capacité dans leurs bases situées dans les autres pays du Golfe. Le seul pays qui n'a pas été attaqué par les forces iraniennes pendant la guerre de 40 jours entre l'Iran et les États-Unis, c'est Oman. En gros, tout ce qu'ils avaient à Oman est resté intact. Et donc, comme ils n'ont pas ces installations, ces équipements, dans les autres pays du Golfe, ils essayent de les utiliser. En ce moment, ils utilisent Oman comme leur principale base, en quelque sorte, pour mener ces attaques. C'est pour ça que vous voyez cette attaque iranienne comme un message adressé au gouvernement omanais. Vous voulez vraiment continuer comme ça. Vous voulez devenir un autre Bahreïn
ou un autre Koweït, parce qu'ils peuvent détruire tout ce que les États-Unis possèdent à Oman. Ils l'ont déjà prouvé, avec des attaques contre d'autres bases dans la région. Alors, dans l'esprit des Iraniens, ce qui se passe, c'est que ce détroit va être fermé. Quand on regarde le protocole d'accord, plus aucun de ces articles n'a vraiment de valeur, puisque les États-Unis violent chaque clause, une par une. Et il y a quelques instants, le président du Parlement iranien a publié ceci. L'époque des accords à sens unique est terminée. On vous l'avait dit. Tenez votre parole ou payez le prix. La réalité frappe à la porte. Ce n'est pas un signe pour l'administration Trump que le gouvernement iranien va reculer. Ah. Et cet homme-là, c'est celui qui essayait de négocier avec les États-Unis de bonne foi. Il subit une pression énorme en Iran, justement parce qu'il a négocié avec les États-Unis. Les gens disent, vous avez vu les funérailles, les gens sont furieux contre les négociateurs. Ils les traitent d'apaisants, vous voyez, et de compromis. En gros, la traduction de ce qu'ils disent, c'est « tu es celui qui cède ». Tu essayes d'ignorer le fait que les États-Unis ont assassiné les commandants iraniens. Pourquoi négocier avec les États-Unis? Quel en a été le résultat? Ce sont les questions de ceux qui refusent de négocier avec les États-Unis. Pourquoi devrions-nous le faire? Il n'y a aucun signe dans l'histoire que les États-Unis négocient de bonne foi. Et c'est leur argument. C'est pour cette raison qu'ils exercent une pression sur ces personnes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, le gouvernement iranien et le président du Parlement iranien, qui étaient les principaux négociateurs du côté iranien. Tout cela, c'est la réalité en Iran. Et je pense qu'au fil du temps, l'Iran en vient à ressentir que d'une certaine manière, même ceux qui essaient de négocier, qui tentent de faire avancer quelque chose avec les États-Unis, finissent par se dire qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour les États-Unis de respecter un accord. Et vous voyez ce taux, c'est le signe de base. Ce serait un signe majeur pour les États-Unis. La compréhension sur le plan économique, géopolitique et je dirais même militaire du détroit d'Ormuz montre chaque jour que la seule solution au conflit en cours, c'est le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas la guerre au Liban, ce n'est pas la guerre à Gaza, c'est le détroit d'Ormuz. Parce que la seule chose qui pourrait ramener un peu de raison dans la politique étrangère des États-Unis, d'après les évaluations, d'après l'analyse du gouvernement iranien en ce moment, c'est le fait qu'il contrôle le détroit d'Ormuz, en mettant la pression sur l'économie mondiale, sur l'économie américaine et sur tous ces pays qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent en coulisses l'ensemble de cette guerre. Les Européens ont pris part à cette guerre. L'Europe souffre à cause de cette guerre. Elle souffre énormément. Regardez l'économie de l'Allemagne. Le vice-chancelier allemand a récemment déclaré qu'ils étaient censés se remettre, d'une manière ou d'une autre, des pertes subies à cause de la guerre en Ukraine. Mais, a-t-il ajouté, la guerre stupide dans le Golfe Persique a encore aggravé la situation pour l'Allemagne. Est-ce qu'il y a le moindre signe qu'ils vont changer de comportement? Non, aucun signe. Les Européens sont tellement... Pour moi, les décisions les plus incroyables ont été prises en Europe depuis le début de la guerre. En fait, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils se sont tirés une balle dans le pied en coopérant avec les États-Unis. Le gouvernement allemand a continué à se ranger du côté des États-Unis après le sabotage du gazoduc Nord Stream. Et aujourd'hui, avec la situation dans le détroit d'Ormuz, comme l'a rappelé récemment le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, il y a eu plus de 8000, ou plutôt entre 4 et 5000 attaques contre l'Iran pendant la guerre, menées depuis des bases américaines en Europe. Donc, ils font partie de la guerre. Ils ne sont pas en dehors de cette discussion. Ils en font partie. Ils ne coopéraient pas avec les États-Unis dans le détroit d'Ormuz.
parce qu'ils connaissaient leurs propres capacités. Si les États-Unis, si la marine américaine, enfin je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que la marine des États-Unis est aujourd'hui la plus puissante du monde. Si elle n'est pas capable d'ouvrir le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que l'Europe peut apporter sur le terrain qui changerait cette réalité là-bas, dans le détroit d'Ormuz? La seule chose qu'ils n'ont pas faite, c'est de coopérer avec l'État ou d'envoyer des forces dans le détroit pour aider les États-Unis. Et Donald Trump les a poussés, il les a suppliés. Vous vous souvenez, il les suppliait sans arrêt. Il tweetait, il leur demandait « Venez, aidez-nous, faites ceci, faites cela ». Mais ils ont décidé de ne pas intervenir dans cette opération, non pas parce qu'ils ne voulaient pas en faire partie, mais à cause de leur capacité limitée. Ils ont fait partie de la guerre. Ils ont facilité les attaques américaines contre l'Iran. Et malheureusement, leur économie a été frappée de plein fouet par la réalité du détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, ils ont 2 blessures. Ces 2 blessures saignent et détruisent leurs économies. L'une d'elles se trouve en Ukraine, qu'ils soutiennent à 100%. Ils ne veulent pas reculer. Ils plaisantent en disant que l'Ukraine est en train de gagner, que l'Ukraine fait ci ou ça grâce aux drones. Ils attaquent les installations pétrolières en Russie. Et ça, c'est énorme. Et Donald Trump dit que l'Ukraine se porte très bien en ce moment. Regardez l'Ukraine aujourd'hui. Honnêtement, il faut qu'on comprenne. Regardez ce qu'était l'Ukraine avant le début de cette guerre et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Un pays qui comptait environ 50 millions d'habitants en a aujourd'hui moins de 20. C'est ça, gagner. D'après les chiffres, plus de 2 millions de soldats ont été tués pendant la guerre. C'est ça, gagner. L'Ukraine a perdu 80% de son PIB à cause de la partie orientale du pays. Et aujourd'hui, une partie de ce territoire est considérée comme russe, selon la constitution de la Russie. C'est ça, gagner. Comment peut-on dire que l'Ukraine est en train de gagner? Voilà la logique. Je dis ça pour montrer que ceux qui dirigent tout ça ne sont pas des gens logiques ni rationnels. Quand ils affirment que l'Ukraine gagne, alors que le pays est détruit, dévasté, militairement, économiquement, si la Russie prend Odessa et coupe l'Ukraine de la mer Noire, ce sera la fin de l'Ukraine. Ça va devenir une petite zone isolée, totalement contrôlée par la Russie. Est-ce qu'ils vont faire partie de l'Union européenne? Non. L'Union européenne, c'est fini. L'Union européenne, il y a beaucoup de divergences, beaucoup de problèmes à l'intérieur même de l'Union. Et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va leur poser un énorme problème économique. Et sur le plan de la sécurité, de l'économie, enfin sur tout, absolument tout, l'Ukraine est en train de devenir un trou noir. Et ce type, Zelensky, a envie de rire avec Donald Trump. Il a dit que Donald Trump lui avait demandé « Est-ce que tu vas aller en Russie pour parler avec le président russe ?» Il a répondu « Non, je n'irai pas là-bas, parce que Moscou n'est pas sûr à cause des drones ukrainiens. » Vraiment? C'est une blague. Vous avez détruit votre propre pays. Il n'y a plus rien là-bas, ce qu'on appelait autrefois l'Ukraine, avant que la guerre ne commence. Les gens y vivaient. Et aujourd'hui, même les Ukrainiens ne veulent plus y retourner. L'Europe les force à rentrer en Ukraine. Mais ils ne vont pas y retourner, parce qu'il n'y a plus rien. Les États-Unis payent tout, avec les Européens. Les salaires des responsables en Ukraine sont financés par des fonds venus d'Europe et des États-Unis. En gros, des prêts. Et vous savez, le pays est endetté. Et ils vont devoir, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, dans les 50, les 100 prochaines années, ils vont payer. Ils devront rembourser ce qu'ils ont reçu de l'Europe,
des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ressources naturelles dans la partie ouest de l'Ukraine qui sont occupées vont être prises par ces oligarques en Europe et aux États-Unis. Et ils vont vider l'Ukraine de tout ce qu'elle a. Donc en réalité, rien ne va aider l'Ukraine. Voilà la réalité de l'Ukraine. En ce qui concerne le golfe Persique, est-ce que vous vous attendez à un raisonnement un peu rationnel à propos du détroit d'Ormuz? Je ne vois pas ça comme ça. Regardez l'Ukraine. Pour moi, c'est ça, la réalité. Mais la différence en ce moment dans le golfe Persique, c'est que les États-Unis sont directement concernés par la situation dans le détroit d'Ormuz. Et s'ils veulent continuer, ils vont sentir la chaleur. Ils vont subir la pression liée à la fermeture du détroit d'Ormuz. Donald Trump a dit que ce qui se passe en Ukraine n'a pas d'impact sur le gouvernement américain ni sur son administration. Mais ce n'est pas le cas pour le détroit d'Ormuz. S'il décide de repartir en guerre, rien ne changera. Vous vous souvenez des 95 millions de barils utilisés pour équilibrer le marché ces derniers mois? Après février, ils ont utilisé ces 95 millions de barils pour contrôler le marché. Imaginez un peu s'ils essayaient de poursuivre cette guerre. C'est impossible pour Donald Trump. Les élections de mi-mandat approchent et la situation devient de plus en plus compliquée aux États-Unis. Et je pense qu'avec ce combat qui n'en finit pas, ce jeu de représailles, on peut se demander ce qui se passerait ce soir si les États-Unis attaquaient l'Iran et quelle serait la réponse iranienne. À mon avis, ils vont faire monter les tensions. Vous vous souvenez, pendant la guerre, chaque fois que Donald Trump ou qu'Israël et les Américains attaquaient, disons, un hôpital ou une installation en Iran, les Iraniens répondaient 4 fois plus fort. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même logique. Ils sont de nouveau en guerre. Si vous attaquez l'Iran, ils vont répondre. Ils vont riposter. C'est comme ça que les Iraniens voient les choses. Et je pense que nous, en tant que citoyens, devons comprendre que les dirigeants qui tiennent les rênes en ce moment, ce ne sont pas des adultes. Ce sont des gamins, vraiment. Et toutes ces politiques, c'est incroyable. Le niveau d'ignorance est incroyable. Vous signez ce protocole d'accord parce que vous êtes incapable de vaincre l'Iran militairement dans le détroit d'Ormuz. Et là, vous suppliez les Européens de coopérer. Vous suppliez tout le monde, même Donald Trump. Vous vous souvenez, Donald Trump est allé en Chine pour leur demander d'aider les États-Unis dans le détroit d'Ormuz, au moins en mettant une pression politique sur les Iraniens. Quelle a été la réponse de la Chine? Non, c'est pas notre problème. Parce qu'ils reçoivent leur pétrole par le détroit d'Ormuz, donc ils n'ont pas ce problème-là. La Russie, pareil, c'est pas le problème de la Russie, ni celui de la Chine. C'est pour ça qu'ils n'aident pas les États-Unis. Et qui souffre de tout ça? Le Japon, la Corée du Sud. Est-ce qu'ils vont aider les États-Unis militairement? Non. Il n'y a aucun signe. Ils ont déjà leurs propres problèmes dans leur région. Ils ne veulent pas venir en Asie de l'Ouest. Ils connaissent la réalité de cette région. Ils connaissent ces politiques de guerre sans fin en Asie de l'Ouest. Ils sont peut-être sous l'influence des États-Unis en matière de politique étrangère, mais ils ne sont pas assez naïfs pour s'impliquer là-bas. Ils ont leurs propres soucis. Et qui va aider les États-Unis? Le seul gouvernement prêt, et même ravi, d'aider Washington à relancer la guerre, c'est Israël. Et quel est l'objectif d'Israël? Créer le chaos au Moyen-Orient, provoquer des problèmes, de nouveaux problèmes, augmenter les tensions entre l'Iran et les États arabes, avec les pays du CCG, entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. En somme, semer le chaos. Parce que selon eux, le chaos leur permet de s'en sortir. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. Et l'agenda d'Israël
est complètement fou, vraiment fou. Et au Liban d'ailleurs, le cas du Liban est important. Je ne l'avais pas mentionné. Je pense que le détroit est directement lié à la situation au Liban, directement lié à la question palestinienne, à celle de la Cisjordanie. Et récemment, on a vu plusieurs personnes s'y rendre. Le sénateur américain Ro Khanna, par exemple, est allé en Cisjordanie. Il a dit que les Israéliens le traitaient d'une manière incroyable, vraiment. Il a dit « Ils reçoivent tout de nous », a raconté Ro Khanna, et ils nous traitent comme ça, en toute impunité. Imaginez simplement comment ils traitent les Gazaouis et le peuple palestinien. C'est la même chose, pas seulement à Gaza, mais aussi dans le sud de la Syrie. Assad est parti. Un nouveau gouvernement est en place. Avant, c'était Assad, les actes de résistance et le soutien iranien à Assad. Et maintenant, le problème, c'est le nouveau gouvernement, ce groupe appelé HTS, soutenu par la Turquie. Donc la seule chose qui a changé après la chute de Bachar al-Assad, c'est qu'ils ont remplacé l'Iran par la Turquie. Et aujourd'hui, ils veulent se battre contre la Turquie. Un pays de 8 millions d'habitants veut affronter deux grandes puissances d'Asie de l'Ouest. La Turquie compte 85 millions d'habitants. Elle est très puissante, militairement, économiquement, géopolitiquement. C'est un pays très important en Asie de l'Ouest. L'autre pays, c'est l'Iran. 92 millions d'habitants. On a vu leur capacité, sur le plan militaire comme sur le plan économique. Et imaginez, Israël veut affronter ces deux pays parce qu'ils estiment ne pas avoir réussi à atteindre leurs objectifs à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, à cause de ces deux pays. Ils reçoivent du soutien. Toutes ces zones, la Syrie, tous ces pays, reçoivent le soutien de l'Iran et de la Turquie. Dans le cas de la Syrie, ce sera la Turquie. Donc, quand on en arrive là, on entre dans un cycle de guerre sans fin. C'est là que les États-Unis doivent intervenir. Je pense que la décision doit venir des États-Unis. Et la vraie question, c'est qu'attendent-ils de cette région? C'est le moment pour les États-Unis de réévaluer, de repenser leur politique en Asie de l'Ouest. Pourquoi ont-ils besoin de ça? À cause du détroit d'Ormuz. Tout tourne autour de l'économie. Oui, tout est lié à l'économie. La seule chose qui peut, d'une manière ou d'une autre, changer l'état d'esprit des États-Unis en Asie de l'Ouest, c'est l'économie. La clé, c'est le détroit d'Ormuz. Et l'Iran l'a parfaitement compris. Avant, on en parlait seulement. Est-ce qu'on va fermer le détroit d'Ormuz? Ils faisaient ça pour mettre la pression sur les États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est concret. Ils le font en ce moment même. C'est ça la solution. C'est la solution pour la région. Je pense que la clé, la vraie clé, pour les Gazaouis, pour les Palestiniens, pour les habitants du Liban, qui ont tant souffert. Le ministre israélien de la Défense a dit hier qu'ils avaient détruit les villages du sud du Liban, ces villages anciens, pour la plupart historiques. Alors, si on va aussi loin, en détruisant tout, ce qui est en gros le principal objectif dans le sud de la Syrie, ils ne se soucient pas de savoir si vous avez le Hezbollah, si vous avez Bachar el-Assad, ou si vous avez, vous savez, le commandant du HTS, qui est d'ailleurs soutenu par les États-Unis et la CIA. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est s'emparer du territoire, le Grand Israël. Mais cette époque est révolue, parce qu'il y a maintenant un nouveau point clé en Asie de l'Ouest. Je le répète, encore et encore, ce n'est pas le gouvernement syrien, ni les forces, disons, au Yémen ou en Iran. Ce qui compte, c'est la manière dont tous peuvent s'unir pour comprendre que la seule façon de faire pression sur Israël, c'est à travers le gouvernement des États-Unis. Les États-Unis, le seul pays qui peut vraiment faire pression sur Israël, ce sont les États-Unis. Militairement, économiquement et géopolitiquement, à mon avis. Alors, comment peuvent-ils faire ça?
Qui a ce genre d'influence sur les États-Unis? La Turquie? Non. L'Iran non plus. Personne ne l'a. Personne ne l'avait avant cette guerre entre l'Iran et les États-Unis. En ce moment, il y a une solution, le détroit d'Ormuz. Ils vont attendre, ils vont contrôler le détroit. Vous ne retirez pas les forces israéliennes du sud du Liban. Le détroit est fermé. Vous comptez faire quelque chose. Ce qui se passe dans ce détroit et la façon dont sur les plans économiques, géopolitiques et militaires, l'Iran et les actes de résistance peuvent faire pression sur les États-Unis pour qu'ils changent leur politique, notamment leur soutien à Israël, c'est vraiment important. L'autre point, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe là-bas est particulièrement significatif. Les États-Unis ont changé. L'opinion publique américaine a énormément évolué. Quand on voit l'ancien maire de New York, l'ancien maire de Chicago, qui d'ailleurs est un Américain juif, se rendre en Israël, parler avec des Israéliens et leur dire que Mamdani, le maire de New York, est aujourd'hui, selon un sondage récent, plus populaire que leur premier ministre en Israël. Eh bien, il a dit, le maire de Chicago a dit, réfléchissez bien à ça. The mayor of Chicago said, "Let that sink in," telling Israelis, "This is the reality." Dire aux Israéliens, voilà la réalité, vous savez. Les États-Unis ont soutenu Israël pendant de nombreuses années, militairement et économiquement. Mais là, on est à un moment où ce n'est plus possible. À mon avis, Donald Trump a poussé les choses jusqu'à la limite, jusqu'au point maximal de ce que les États-Unis pouvaient faire. L'attaque contre l'Iran, c'était l'objectif final. Et ça a complètement échoué. Complètement. Les conséquences sont tellement désastreuses pour Israël que même Benjamin Netanyahou sort en disant « Nous avons réussi. La guerre contre l'Iran a été un succès. Nous avons détruit leurs capacités, leur production de missiles, de drones, et leur programme nucléaire est anéanti, dévasté, détruit. » Parce qu'en réalité, il essaye, vous voyez, de mentir. Il ment parce qu'il veut garder son poste en Israël. Il se bat pour ça. L'objectif principal de Benjamin Netanyahou, c'est de rester au pouvoir, parce que le jour où il sera écarté, il ira en prison. Et il faut bien comprendre à quel point c'est grave pour lui, pour Benjamin Netanyahou, l'homme le plus puissant d'Israël. C'est extrêmement sérieux pour lui. Et aux États-Unis, avec tous les changements qui s'y produisent, je pense que même les sionistes, qui soutenaient encore l'agenda sioniste là-bas, commencent à se dire que c'est plus la bonne voie. L'un d'eux, sur CNN l'autre jour, disait « Je suis un sioniste libéral ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis sioniste, mais libéral. Je ne soutiens pas ce que fait Benjamin Netanyahou. Même ceux qui se disent encore sionistes ne sont pas d'accord avec ce que fait Netanyahou en Cisjordanie. Donc ils ne vont pas l'imaginer autrement. D'un côté, on peut avoir l'impression qu'Israël gagne, qu'il agit, qu'il avance, mais en réalité Israël est en train de perdre. Quand l'opinion publique change profondément aux États-Unis, ça veut dire beaucoup. Parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi faudrait-il sacrifier notre économie à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que veut l'Iran? L'Iran veut qu'Israël arrête la guerre contre le peuple libanais, contre le peuple palestinien. C'est donc, en gros, ce que la majorité des Américains veulent. Comment ça? Est-ce que c'est différent? Non. Ça parle à beaucoup de gens aux États-Unis. Ça correspond à l'opinion publique américaine. Et ça va affaiblir la position israélienne aux États-Unis. Et je pense que c'est le point essentiel que l'Iran et les gouvernements de la région doivent comprendre. En soutenant ou en ne soutenant pas vraiment l'Iran dans le dossier du détroit d'Ormuz, ils n'auront aucune solution pour la Syrie, pour le Liban, pour Gaza, pour la Palestine, pour la Cisjordanie. Il n'y aura pas de solution. Le détroit d'Ormuz, c'est ça, la solution. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Thank you so much for being with me today.
Great pleasure, as always.